Il était une fois la vie, qui s'est épanouie sur Terre sous une multitude de formes. Certaines créatures sont magnifiques, d'autres magnifiquement laides. Certaines sont gigantesques et d'autres minuscules. Elles peuvent avoir un bec impressionnant ou n'être qu'une petite masse gélatineuse. Certaines sont plutôt étranges, d'autres plutôt intelligentes. Et pourtant, tous ces êtres ont quelque chose en commun. Le même ancêtre, le tout premier organisme vivant. Mais qui était-il? The origin of life, I think, is one of the biggest questions in science. We're talking about something that happened 4 billion years ago. How does a planet, a sterile, inorganic planet, come to life? D'où provient la vie? De l'océan? Ou peut-être de l'univers? Peut-on percer ce mystère? Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir es knacken können. Mais comment faire la lumière sur un phénomène qui s'est produit il y a si longtemps? Es ist ja mal passiert. Und wenn es mal passiert ist, dann müsste es auch im Grunde wieder passieren können. Le Big Bang du vivant. Serions-nous capables de le reconstituer en laboratoire pour enfin comprendre l'origine de la vie? Commençons par remonter le temps. Pas seulement jusqu'aux dinosaures, mais beaucoup plus loin dans l'histoire de notre planète. Aux tout premiers instants de la vie primitive. Comment est-ce que ça a commencé et comment est-ce que ça s'est poursuivi? Il serait bien utile de pouvoir suivre une piste. Avec des indices fiables, comme gravés dans la pierre. Il n'y a plus beaucoup de roches très anciennes sur Terre. Avec l'évolution géologique de la croûte de la planète Terre, les roches sont parfois subductées, donc elles pénètrent à l'intérieur du manteau et ultimement, elles peuvent revenir à la surface avec des événements qui créent les montagnes. Ça métamorphose les roches. C'est tout le problème. Notre arrière, etc. grand-mère a disparu sans laisser de traces. Mais il y a quelques années, une découverte au Québec a fait sensation. Dans un caillou gros comme le poing, on a trouvé des microfossiles de bactéries, les plus anciennes traces de vie jamais détectées. On a un nodule qui date de 3,75 milliards d'années au moins, potentiellement 4,28 milliards d'années. C'est un grand moment en arrière d'aujourd'hui, évidemment, et c'est un peu moins que 300 millions d'années après l'accrétion de la Terre. Ces bactéries vivaient alors dans les profondeurs de l'océan, près de sources hydrothermales. Une vie difficile dans un milieu qui n'a rien de paradisiaque. Pour s'en sortir, elle devait déjà être plutôt complexe, non? C'est extraordinaire parce que, premièrement, pour l'origine de la vie ou pour les fossiles les plus anciens, on ne s'attend certainement pas à des structures qui sont aussi grosses. Et en plus, elles sont très organisées. Les vénérables bactéries québécoises étaient déjà très évoluées. Mais y a-t-il eu une première forme de vie encore plus simple? The distance from prebiotic chemistry to a bacterial cell, you could say, is probably much greater than the distance from a bacterial cell to a dinosaur or to a human being. So what we need to do is explain this long continuum of events. What order did they happen? Which was most important earlier, which became important later? How do they fit together? Si les bactéries n'étaient pas les premières, alors qui? En réalité, les bactéries et l'être humain ne sont pas si éloignés, au point que nous descendons d'un même aïeul. Un organisme qui a vécu il y a des milliards d'années est prénommé Luca. Luca is the last universal common ancestor of all of life. We build a tree of life. We compare the genes in plants and animals and we work out what's the common ancestor. Tous les êtres vivants sur Terre, sans exception, l'humain, les coquelicots, les lions ou les bactéries ont donc le même ancêtre? Personne ne sait à quoi il ressemblait, mais il possédait certains caractères qu'on retrouve chez tous les êtres vivants actuels, comme l'information génétique, ou les ribosomes. Ces petites fabriques à protéines présentes dans nos cellules. Sans les ribosomes, l'usine du vivant ne tournerait pas.
à croire que Luca était déjà sacrément complexe. Luca ist insofern zwar alt, aber noch nicht das Älteste und auch nicht das Einfachste. Pour plus de simplicité, il faut remonter encore plus loin dans le temps. Cette première forme de vie aurait donc été si petite et rudimentaire qu'elle n'aurait laissé aucune trace. Die Urform des Lebens, also genau der Anfang, als es klein begonnen hat, das gibt es nicht als fossile Funde. Il faut donc changer d'approche. Mais comment s'y prendre si ce qu'on cherche est de toute façon introuvable? Avis de recherche du premier organisme vivant. Qui était-il? Wir müssen spekulieren, wie es angefangen hat. Vermutlich war es eine einzelne Zelle. S'il est impossible de retrouver cette protocellule solitaire, pourrait-on tout simplement la recréer? Elle ne devait pas être si complexe que ça. Guère plus qu'une bulle de savon. Or be beguiled by soap bubbles. You look at how kids deal with soap bubbles, and this is how scientists look at protocells. They're magical things. Reste à maîtriser la formule de ces cellules magiques. Wir versuchen, eine plausible Protozelle zu bauen. Also etwas, das tatsächlich wie es gewesen sein könnte. Bon, il nous faut quoi pour fabriquer une protocellule? Quel est le minimum vital? Ou plutôt, quelles sont les briques élémentaires du vivant? Life needs really three things as we understand it. One of them is a cellular structure. That cellular structure is partly just to keep the inside different to the outside. Was ein lebendes System unterscheidet von einem nicht lebenden System, ist die Möglichkeit, Muster zu bilden, Strukturen zu bilden und zu erhalten. Wenn Sie Milch in Kaffee gießen, dann vermischt sich diese Milch. Irgendwann haben Sie überall gleich viel Milch. Das ist genau das, was im lebenden System nicht passiert. Das ist das, was eine Zelle schafft. Die schafft es, die Durchmischung zu vermeiden, indem sie Energie aufnimmt. Das nennt man Metabolismus oder Stoffwechsel. Donc en premier lieu, il nous faut une membrane cellulaire. Il nous faut aussi un métabolisme qui capte et crée de l'énergie. Manque encore un dernier élément. All life needs information and some kind of code. And so all of these three aspects, the cell, metabolism and information, need to be brought together. Probably everybody who works in this field has a different answer in terms of how exactly were they brought together and in what order. L'ordre à suivre pour la recette de la vie fait encore débat. Mais pas ses ingrédients. Vous aurez besoin d'une membrane cellulaire, d'un métabolisme et d'une information génétique, donc d'ADN ou d'ARN. Sans cela, pas de vie. Mais ces éléments doivent bien être composés de matière, à savoir de liaisons chimiques et de molécules. Est-ce à ce niveau qu'est apparue la vie? Ich bin überzeugt, dass das Geheimnis des Lebens in den Interaktionen der Moleküle miteinander steckt. Les molécules sont comme des petites briques ou des blocs de construction. De quoi sont-elles faites exactement? If we reduce it to the simplest imaginable form, what is life? It's carbon-based. Du carbone. Le carbone est l'élément déterminant dans l'apparition de la vie terrestre. Car l'atome de carbone adore créer des liaisons, avec lui-même ou d'autres éléments. Il forme le squelette moléculaire des composés organiques, les protéines, l'information génétique, les lipides, la membrane cellulaire. Pour ce faire, le carbone a dû établir certaines liaisons chimiques, par exemple avec l'hydrogène, un processus qui n'a pas été si simple. Wenn wir keine fossilen Funde haben oder wenn wir keine Evidenz finden, dann müssen wir uns eben überlegen, wie könnte es denn angefangen haben. Dazu hilft natürlich, zu wissen, wie die Erde ausgesehen hat am Ursprung des Lebens vor vielen, vielen Milliarden Jahren. Qu'à cela ne tienne, remontons encore plus loin. À sa création, la Terre n'est qu'une masse brûlante de roches en fusion. Plus tard, une protoplanète massive entre en collision avec elle. Des débris sont éjectés et forment la Lune. Nachdem der Mond entstanden ist, war die Erde so heiß, dass die Moleküle alle kaputt gegangen sind. Die sind dann nur in ihre Einzelteile zerfallen. Und das heißt, erst als die Erde sich langsam abgekühlt hat, haben die Moleküle eine Chance gehabt, sich zu bilden und länger da zu sein. Imaginez, suite à ce terrible impact, il s'est mis à pleuvoir des cordes pendant près de 300 millions d'années. Quand le déluge prend fin, la Terre est une planète d'eau tumultueuse.
la Lune était bien plus proche de la Terre et provoquait de violentes marées. C'est donc dans ce monde aquatique déchaîné que la vie a émergé. Das moderne Leben ist aus dem Wasser entstanden und kann im Wasser leben. Die Ozeane allerdings sind relativ nährstoffarm. Das ist wie eine Wüste. Ich muss also anfangs eine Stelle gehabt haben, wo ich viele Moleküle gehabt habe. Les infimes composants de la matière, les atomes d'oxygène, d'hydrogène ou de carbone existaient déjà. Mais il a fallu qu'ils se combinent pour former des macromolécules plus grosses, telles que les protéines ou les acides nucléiques des gènes. Und all das braucht Bedingungen, wo sich Sachen nicht einfach verdünnen können, weil sie sich wie Zucker im Tee auflösen im großen Ozean, sondern es braucht einen Mechanismus, der die zusammenbringt. Und das ist ein Nicht-Gleichgewichtsprozess. Un processus de déséquilibre. Disons que quelque chose a secoué nos molécules et les a poussées à réagir les unes avec les autres. Mais comment et où est-ce arrivé? C'est ce que les chercheurs s'efforcent de découvrir. Depuis bien longtemps. La plus connue des expériences sur l'origine de la vie est celle de Miller-Urey, qui a donné naissance au concept de soupe primitive. Une soupe qui n'a pas été préparée dans une marmite, mais dans un ballon de verre. Le biologiste Stanley Miller et le chimiste Harold Urey se sont associés en 1952 à l'Université de Chicago. Pour recréer les conditions d'apparition de la vie, ils ont rempli un ballon d'eau, d'ammoniac, de méthane et d'hydrogène. Un mélange correspondant à l'atmosphère terrestre primitive, qu'ils ont ensuite soumis à des décharges électriques afin de simuler des éclairs. L'idée qu'une étincelle a fait naître la vie a été préfigurée dans le film d'horreur Frankenstein en 1931. Le jeune savant Henry Frankenstein veut créer la vie à l'aide de l'électricité. Mais c'est un monstre qui l'engendre. The human mind wants to think of something like Frankenstein's monster. We want to have a zap of lightning and something comes to life and stays alive. And we're kind of somehow formatted to think that way. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Dans la vraie vie, ça ne s'est évidemment pas passé ainsi. La soupe primitive de l'expérience a certes donné des acides aminés, les composants des protéines, mais rien de plus. Pas de protocellules. Et pour cause, leur soupe primitive manquait d'une structure pour que les molécules puissent former de plus grosses liaisons. Or, sans structure, pas de protection. Notre jeune planète ne possédait pas encore sa couche d'ozone. Elle était frappée de plein fouet par les rayons ultraviolets, interdisant toute vie à la surface. Moi, je pense que ça prend vraiment un système comme ça, mais loin des radiations ultraviolettes, effectivement, à la surface. Donc, le fond de la mer, c'est le parfait petit environnement, près des sources hydrothermales, là où on a des déséquilibres chimiques. Un endroit au fond de l'océan, qui offre une structure et des déséquilibres chimiques, où les molécules auraient pu se réunir à l'abri du soleil pour réagir en toute tranquillité les unes avec les autres. C'est la théorie des fumeurs blancs. C'est ici que la vie pourrait avoir commencé. We think most of the seafloor would have been covered with those kind of vents for potentially millions or tens or hundreds of millions of years. So you can think of the planet really as a laboratory, the entire seafloor, producing these hydrothermal systems, which are incubators, reactors, reacting hydrogen and CO2 and ammonia and other gases to make the building blocks of life. Les fumeurs blancs sont des cheminées de sources hydrothermales moins chaudes que les fumeurs noirs. Elles fournissent l'énergie dont la vie a besoin, mais aussi de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, et même du fer, du nickel et du soufre. Autre avantage, la roche de ces cheminées est comme une éponge poreuse, où les molécules ont pu se nicher confortablement. In these conditions, critically, we have a continuous flow. So you could imagine that in the hydrothermal fluids, we've got hydrogen gas, and in the oceans that percolate in, we've got carbon dioxide. And if even a tiny fraction of them react, let's just say 0.5% of them react every second, the next half a second, it's all refreshed and we do the same thing again. The next half a second does the same thing again. And so we have growth, and we have continuous growth, and under the conditions of continuous growth, we begin to get structures. We begin to see protocells forming. Nos premiers ancêtres vivaient sûrement dans la roche elle-même.
ces pores séparaient l'eau de mer à l'extérieur, plus acide et riche en CO2, de l'hydrogène basique à l'intérieur, le fameux déséquilibre chimique. Et cette différence de pH et la séparation entre CO2 et hydrogène, c'est ce qui a fait naître la vie? And so we have these natural gradients forming in hydrothermal systems that can power the reaction between hydrogen and CO2 to make the components of protocells. And it's a beautiful idea. Some of it's proved, some of it still needs to be proved. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que les fumeurs blancs, ce sont nos cellules elles-mêmes, qui fonctionnent grâce au même gradient de protons. Pour faire simple, à l'extérieur se trouve plus de protons qu'à l'intérieur. Ceux qui sont dehors veulent rentrer dans la cellule, ce qui crée une tension électrochimique. C'est cette tension qui dynamise les cellules vivantes encore aujourd'hui. It powers the way that they move around, it powers the way that they divide, it powers the way that they import and export things across that membrane, and it powers the energy currency. L'être humain, autant que les animaux ou que les plantes, vivent de cette énergie générée par les gradients de protons. So it's basically completely fundamental to the way that life works on Earth. C'est ce mécanisme vieux comme le monde qui nous maintient tous en vie. Nous sommes tous construits à base d'atomes de carbone, issus des profondeurs de l'océan, là où on suppose que pour la première fois, un début de métabolisme est apparu. Et ces informations vitales, nous les portons tous à l'intérieur de nos cellules, afin de ne pas avoir à recommencer à zéro indéfiniment. Au commencement était donc la protocellule, qui a grandi, et qui s'est un jour dotée d'un code génétique, une sorte de centrale de contrôle du vivant. Néanmoins, on n'a toujours pas réussi à recréer la vie de cette manière en laboratoire. L'hypothèse reste controversée. Am Anfang muss ich erstmal die Informationen zusammenbringen, den Metabolismus anzutreiben. Là est le problème. Le métabolisme des êtres vivants utilise des protéines. Or, elles non plus ne sont pas sorties de nulle part. Proteine brauchen Information und die Information muss irgendwo abgespeichert sein. Ich kann die Information nicht in Protein abspeichern, ich muss die in RNA oder DNA abspeichern. Das heißt, ich muss mich eigentlich, wenn ich um Origin of Life mich kümmere, schauen, woher kann die Information gekommen sein. Oh bah zut alors! On avait à peine compris l'histoire des gradients de protons et du métabolisme, et voilà que les choses se seraient passées autrement? Est-ce que c'était quand même pas un coup des extraterrestres? Et si ce n'était pas eux, et pas non plus le métabolisme, quel était le premier ingrédient dans la marmite de la vie? Peut-être qu'elle a commencé avec l'information, avec un code génétique qui est arrivé en premier. C'est l'hypothèse du monde à ARN. L'ARN est le précurseur de l'ADN. Mais pourquoi parier sur lui comme toute première étape de l'émergence de la vie? Car l'ARN résout le paradoxe de l'œuf et de la poule. L'ADN a besoin de protéines pour fabriquer plus d'ADN et se répliquer. Mais les protéines ont besoin de l'ADN qui donne les consignes pour leur fabrication. C'est une impasse. L'ARN, lui, est capable de faire les deux. Il est à la fois l'œuf et la poule. Now, RNA is smaller than DNA, and it can twist itself into interesting shapes. And so it can act almost like a protein. It can act as a catalyst and do things. And it can also potentially be copied to give an exact copy of itself. So it can do the jobs of DNA and proteins in a single molecule. Selon cette hypothèse, il y aurait d'abord eu formation de brins d'ARN qui se seraient multipliés à l'infini. Par un heureux hasard, ils constituent le code de la vie. Et ils se comportent comme des protéines, ces indispensables blocs de construction. Reste l'éternelle question, d'où venait cet ARN? C'est toujours le même problème. Comment ces molécules ont-elles fait pour se lier aux autres? Voici une expérience pour comprendre comment une chaîne d'ARN a pu se constituer. On place ces molécules dans de petits réacteurs qui fonctionnent, pour faire simple, de la sorte. Können wir hier mal ein Laborexperiment nachmachen? Wir haben hier Wassermoleküle, die wir unser Reaktionsgefäß einfüllen. Und das Ziel wird jetzt sein, die einzelnen RNA-Moleküle hier reinzutun. Und wenn die hoch genug konzentriert sind und unsere Nicht-Gleichgewichtsbedingungen, hier symbolisiert durch das Durchbütteln, die richtigen sind, dass die sich finden können, dann hoffen wir, und das ist dann immer das Ende des Experiments, dass hier
die Grundbausteine schon zusammen rauskommen. Secouer le tout crée un déséquilibre, une recette qui nous est familière. Et ensuite, que se passe-t-il? Und wie kann sich so ein Molekül jetzt fortpflanzen, indem ich bei anderen Bedingungen die Moleküle sich trenne und dann eine Situation habe, wo das umeinander fliegt, hat die Information und sucht einen Informationspartner, der quasi dazu passt. Und dadurch, dass es dann anpasst, wird es dann noch andere Stücke anlagern und damit kann es die Information weitergeben. Und wenn dann das blaue Molekül irgendwann kaputt geht, hat es die Information an das gelbe Molekül weitergegeben und so kann dann Evolution stattfinden. Résumons. La vie commence avec le code génétique dans un milieu où les conditions changent constamment. Un milieu parfois humide, parfois sec, parfois salé, parfois doux, parfois chaud et parfois froid. Ces déséquilibres ont poussé les molécules à se lier et à se multiplier. Par la suite, l'ARN a inventé le métabolisme et la membrane cellulaire. Mais tout comme l'hypothèse du métabolisme en tant qu'étincelle primordiale de la vie, la théorie du monde à ARN fait aussi l'objet de critiques, notamment de la part du célèbre astronome britannique Fred Hoyle, qui a dit The way that genes would invent life is as improbable as a tornado blowing through a junkyard and coming up with a jumbo 747. He's often been dismissed, but I think he had a point. It's very difficult to imagine the combinatorial odds of coming up with all the metabolism just like that. I don't think it's possible. Reprenons. La communauté scientifique se déchire encore sur ce point. Mais les deux théories, celle du métabolisme et celle de l'ARN, ne pourraient-elles pas s'appliquer toutes les deux? S'il y avait eu un peu de métabolisme par ici, quelques brins d'ARN par là, pourrait-on déjà parler de vie? As soon as we have genes, I think it's alive. And I think everybody would probably agree with that, regardless of whether they're putting genes early or genes later. As soon as we have information as we know it, then we've got the world as we know it, and that's the symbolic moment when life starts. Qu'il soit arrivé en premier ou non, dès lors qu'il y a un code génétique, on peut donc parler de vie? Pourtant, il manque encore le dernier de nos trois critères, une membrane cellulaire. Est-il possible qu'elle soit arrivée d'abord, puis que des gènes se soient glissés à l'intérieur pour lui donner vie? Wenn es sowas wie ein System von Molekülen gibt, das in der Lage ist, das Leben auszumachen, dann möchte dieses System natürlich nicht gestört werden und nicht ständig verdünnt werden durch Wasser. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass es diese Barriere gibt, dass sie natürlich transparent ist. Also es muss schon möglich sein, dass zum Beispiel Nährstoffe reinkommen. Die Zelle muss sich ja sozusagen ernähren. Aber es darf nicht alles sofort verschwinden. L'idée est la suivante. La protocellule ne veut pas se dissoudre dans l'immensité de l'océan. Elle cherche donc les molécules nécessaires pour se fabriquer une membrane. Une membrane comparable à une bulle de savon. Das Schöne an dem Seifenblasenmodell ist, dass die Hülle sehr, sehr dünn ist. Das heißt, genau wie bei unseren Minimalzellen, die aus einer Membran bestehen, ist es zwar in der Lage, das Innen von dem Außen sehr gut abzutrennen, aber sehr, sehr verformbar. Irgendwann in der Evolution des Lebens muss diese Abgrenzung eben auch mal mitgenommen worden sein, um sich sozusagen zu vervielfältigen. Und da ist die Zellmembran, wie wir sie heute kennen, eine besonders, wir sagen, smarte Lösung. Ingénieuse, certes, mais la multiplication d'une cellule, même primitive, n'est pas si simple. L'ARN n'en était peut-être pas capable. Le mécanisme nécessite des protéines particulières, les seules à pouvoir aider une cellule à faire ce pas décisif, se diviser. Man könnte sich das im Grunde vorstellen wie ein Luftballon, den man von außen sozusagen zusammendrückt. Wir stellen es uns so vor, dass es Proteine gibt, die sich zu so einem Ring zusammenlagern, mit dem Unterschied, dass die Proteine von innen kommen müssen. Und was ich hier auch schon merke, wir müssen gegen die Spannung dieses Luftballons angehen. Das heißt, es muss ziemlich stark gezogen werden. Genau das haben wir im Labor schon hinbekommen. An dem Punkt sind wir. Wir sind noch nicht weitergekommen, dass es sich wirklich ganz zusammenzieht. Und ich merke schon auch mechanisch, wie schwer das ist. Un jour, dans un passé lointain, la boucle de protéines a réussi à se fermer et à diviser la protocellule. Soudain, l'ARN ne se trouvait plus dans une seule entité, mais dans deux. Et à force de se répéter, le processus est devenu plus efficace. Jusqu'à ce que l'ADN apparaisse et que la vie fasse un bond en avant avec la naissance des bactéries.
Ce sont elles qui ont régné sur la Terre pendant plus de 2 milliards d'années. Elles en ont colonisé chaque centimètre, dans ses moindres recoins, au point que notre planète devait être recouverte d'un film gluant et vert. Bien plus tard sont arrivées les cellules avec un noyau, les eucaryotes, nos ancêtres. La suite, on la connaît. Reste que pour en revenir à nos tout premiers moutons, aucune équipe de chercheurs n'est encore parvenue à faire naître la vie en laboratoire. Saurons-nous un jour avec certitude comment la vie a commencé ? We'll never know how life started on Earth because it's a historical question. We can't go back and look. So all we can do is reconstruct the required conditions. And I think it'll be a long time before we all agree about the order in which those required conditions came to pass. But I think from my own point of view, I would like to be able to understand it. La science arrivera-t-elle à un consensus ? Et si en fait, rien ne s'est passé comme on le suppose et que l'étincelle de vie est venue d'ailleurs ? Die Kriterien, die wir im Moment anlegen, dass alles irgendwie kohlenstoffbasiert sein muss oder im Wasser passieren muss, das ist ja im Grunde schon sehr eingeschränkt. Das muss ja gar nicht so sein. Da bin ich also ganz überzeugt, dass wir da mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Fenster in die Welt schauen des Lebens. Les extraterrestres sont-ils mêlés à toute cette affaire ? La vie est-elle simplement venue des confins de l'univers ? C'est ce que soutient la théorie de la panspermie. Le terme vient du grec. Pan, qui signifie le tout, et sperma, qui signifie la graine. De grands noms comme Louis Pasteur, le physicien Hermann von Helmholtz ou Svante Arrhenius, prix Nobel de chimie, pensaient que des spores s'étaient disséminés de planète en planète et que la vie terrestre était apparue ainsi. Mais la panspermie répond-elle vraiment à la question de l'origine de la vie ? Das ist eine Theorie, die ist beliebig plausibel, aber nicht hilfreich. Weil irgendwann muss es ja woanders entstanden sein. Das heißt, es bringt uns nicht weiter in der Frage, wie es dazu kam. On doit, à ce moment-là, se demander est-ce que toutes les conditions pour que la vie émerge étaient là sur cette planète-là ou sur ce corps céleste et qui a pu être transféré, donc résister quand même pendant présumément des millions d'années à l'environnement spatial, qui est un environnement extrême, sans air, avec beaucoup de radiation, sans oxygène, sans nutriments, sans eau liquide. Ok, donc la théorie de la panspermie n'est pas sur le podium. Mais se pourrait-il qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes ? Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas nur ein einziges Mal passiert, die ist wirklich sehr gering. Also insofern denke ich, das Universum ist voller Leben. Un univers plein de vie ? À quoi est-ce que ça pourrait ressembler ? I've increasingly come to think that any wet rocky planet will give rise at least to bacterial cells. Des bactéries donc. Un film vert et gluant partout, comme chez nous autrefois. Et aujourd'hui, la vie pourrait-elle repartir de zéro sur Terre et prendre une forme totalement nouvelle ? Life's never going to start again on Earth. The problem is the chemistry of the oceans is completely different to what it was 4 billion years ago. Et quand bien même, une nouvelle forme de vie aurait-elle la moindre chance face à tous les organismes déjà existants ? Es könnte gut sein, dass wir heute auf der Erde noch Origin of Life haben und sich RNA-Moleküle bilden, aber dann wird sofort ein Bakterium vorbeikommen und die RNA auffressen. Est-ce que la vie pourrait recommencer sur Terre? Donc, ça impliquerait que la vie termine. Donc, la réponse à cette question, je dirais que la vie va probablement pas se terminer jamais sur Terre. La fin de la vie sur Terre est une autre histoire. Quant à l'origine exacte de la vie, elle reste pour l'heure tout aussi mystérieuse et fascinante que ces vers phosphorescents.